Effectivement, je vais vous parler des méningoventriculites sur dérivation ventriculaire externe, donc c'est très ciblé. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors juste un mot de définition, ça paraît trivial, mais quand on parle de ventriculite, finalement on parle d'inflammation du revêtement épendymaire, que ce soit le ventricule ou le plexus choroïde, et donc ça ne présage pas de l'origine, de la cause de cette inflammation. Donc ça peut être de l'infection, ça peut être autre chose. Mais finalement, de quoi on parle quand on parle de méningoventriculite sur DVE? Eh bien, c'est là où c'est un petit peu compliqué, et un peu à la manière des topos précédents sur le niveau de définition de cette entité. On ne sait pas vraiment ce que c'est infection liée à la DVE, ventriculite, ou quand on a un LCS positif, finalement, est-ce que c'est la même entité? Il y a sûrement, enfin c'est même pas sûrement, il y a un chevauchement des définitions dans la littérature quand c'est décrit, et donc ce chevauchement entre infection vraie, colonisation, contamination du LCS, suspicion d'infection de DVE, c'est à l'origine d'une ambiguïté qui elle-même conduit à une difficulté à déterminer l'incidence réelle de ces méningoventriculites sur DVE. Alors on a quand même des données sur cette méta-analyse de 2015, 35 études, un peu plus de 6600 patients. L'étude la durée de recueil est longue, 30 ans. La première chose à remarquer, c'est qu'il y a une grosse hétérogénéité d'incidence en fonction des études. Et on peut dire quand même globalement que l'incidence, la densité d'incidence d'infection est aux alentours de 11,4 pour 1000 jours cathéter, avec un intervalle de confiance de 9,3 à 13,5. Si on fait un peu de tri en termes de qualité des études, si on prend celles qui ont la qualité la plus élevée, on tourne aux alentours de 10,6 pour 1000 jours cathéter, donc d'infection sur DVE. Alors pourquoi on parle de ces infections? Parce qu'elles ont une mortalité élevée. Donc là c'est un travail rétrospectif de nos collègues infectiologues rennais, sur 2005-2019, ça regroupe les ventriculites, mais de toute origine, c'est-à-dire que ce soit sur cathéter de DVE, abcès, méningite ou post-opératoire de neurochirurgie. Et donc la mortalité hospitalière, elle est de l'ordre de 30%. Donc déjà, c'est très important. Et si on regarde un peu plus tardivement, à 1 an, on atteint quasiment 40% de mortalité. Donc une entité particulièrement sévère. Si on va du côté de la morbidité engendrée, donc là c'est une autre étude rétrospective à nouveau, vous allez voir c'est essentiellement du rétrospectif, il y a assez peu de prospective dans cette catégorie d'infection. 215 patients, adultes et pédiatriques pour le coup, et les auteurs ont regardé le gosse, et ce qui est marquant, c'est que 60% de ces patients infectés vont soit décéder, soit rester avec un état neurologique très défavorable, très sévère, versus 40% qui regroupent un handicap modéré à une bonne récupération. Alors en termes d'épidémio sur la partie microbiologique, pas de grosses surprises, je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais la méta-analyse permet d'identifier des bactéries de la flore commensale cutanée, donc essentiellement des staph blancs, épidermidis coagulase négative, staph doré, donc ça représente à peu près 2/3 des bactéries isolées, et puis le gros tiers restant, c'est les bactéries à gram négatif avec une surreprésentation d'acinetobactères, de pseudomonas et d'entérobactères. Un mot de physiopathologie. Donc on a quelques études, je vais vous en parler juste après, pour étayer le fait que la contamination elle est principalement exogène. À partir du site d'insertion, les bactéries vont coloniser progressivement la partie externe du cathéter de DVE. Et donc pour étayer cela, c'est une étude de Mondor sur, cette fois-ci prospective, sur 2 ans, 101 patients avec DVE. Les auteurs ont regardé en prélevant tous les jours plusieurs sites, dans le LCS, au niveau cutané à proximité du site d'insertion et au niveau du robinet de la DVE, et ils ont mis en évidence que les facteurs de risque de survenue de ces infections liées au DVE, c'était l'existence de bactéries cutanées à proximité du site d'insertion, donc avec un odds ratio élevé à 11,8, et puis également la fuite de LCS avec un odds ratio élevé à 10 également. Donc ça, c'est plutôt un argument en faveur de l'hypothèse de colonisation extraluminale des bactéries sur le cathéter. Autre étude, je suis désolé, c'est un peu décalé, ça ne l'était pas sur mon ordinateur.
Étude à nouveau rétrospective, 409 patients. Alors c'est une étude américaine, c'est l'équipe Valek qui publie pas mal sur le sujet. Eux, c'est intéressant parce qu'ils ont probablement une expertise particulière. Ils arrivent à une densité d'incidence de 2,3 infections de DVE pour 1000 jours de cathéter. Un fait notable, contrairement à toutes les études que j'ai pu voir, c'est qu'ils n'utilisent pas d'antibiprophylaxie à la pause de DVE, et ça rejoint les RFE présentés tout à l'heure. Et ils mettent en évidence que les facteurs de risque de survenue d'infection sur DVE, c'est la neurochirurgie préalable avec la dérivation du LCS, la fuite de LCS à nouveau, avec un hazard ratio à 21, et puis la déhiscence au niveau du site d'insertion. À remarquer ici, j'en parlerai un tout petit peu après, il n'y a pas d'association entre durée de cathétérisme DVE et survenue d'infection. Si on peut résumer rapidement, les facteurs de risque, finalement, ils recouvrent trois grands champs. Le patient, la fuite du LCS, la fistule, principalement. La pathologie également, je ne voulais pas présenter pour des raisons de temps, mais l'hémorragie ventriculaire, on sait que c'est un facteur de risque de survenue d'infection sur DVE. Et puis, le principal point, je pense, c'est l'intégrité du système de DVE, du circuit fermé, donc, qui recouvre et la condition de pause et les prélèvements parfois nécessaires sur le système, l'ouverture du système et les déconnexions accidentelles. Alors, un mot de prévention. Est-ce qu'on peut utiliser les cathéters? On en a parlé tout à l'heure, Anaïs en a parlé sur le cathéter imprégné en antibiotiques ou en sel d'argent. Donc là, c'est une méta-analyse, 9 études randomisées, où les auteurs ont fait la distinction DVE-DVP, en comparant cathéter standard, imprégné antibiotique ou argent. Et ce qu'on peut remarquer d'emblée sur cette méta-analyse, c'est une hétérogénéité des études sur la DVE, chose qui n'existe pas, en tout cas dans cette méta-analyse, sur les DVP. Et alors qu'il y a plutôt un signal en faveur des cathéters imprégnés, les résultats sont plutôt NS, pas d'intérêt, en tout cas pas d'effet des cathéters imprégnés en antibiotiques sur la survenue d'infection à DVE. Donc il y a encore un peu de travail à faire à explorer. Est-ce que la fréquence des prélèvements est un problème? Là, je vous ai mis une étude avant-après australienne sur 2 sites. Donc ils ont comparé deux phases, une phase où ils prélevaient systématiquement tous les jours le LCS à la recherche d'éventuelles infections, et puis une phase après où on élargissait à un prélèvement tous les 3 jours de cette DVE. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, c'est finalement quand on élargit cette durée de prélèvement, on a un effet protecteur de cette stratégie sur la survenue d'infections liées au DVE. Alors il y a juste un petit biais dans cette étude, c'est qu'au cours de la phase après, ils ont commencé à introduire des cathéters imprégnés en antibiotiques, et donc les résultats ils sont un petit peu à prendre avec nuance. Autre grand ensemble de prévention, c'est les bundles. Alors les bundles, je ne vais pas vous faire toute la littérature, il y a beaucoup d'études sur le sujet, il y a nos amis grenoblois, marseillais et stéphanois qui ont publié dessus. Ce qu'on peut dire, c'est sur cette revue systématique de la littérature de 2019, ils ont repris 18 études différentes, avec un niveau de preuve qui est bas, mais à chaque fois, on a à peu près ce listing de mesures combinées. Alors, elles ne sont pas toutes combinées à chaque fois. Il y a le checklist, le lieu d'insertion, bloc réa, le niveau d'asepsie pendant la procédure, le rasage des cheveux, la tunnelisation du cathéter, les pansements occlusifs, éventuellement la prophylaxie antibiotique, la réduction des prélèvements, les techniques aseptiques de manipulation du circuit et le changement systématique de DVE. Ce qu'il faut retenir, c'est que le point commun à toutes ces études, ou quasiment, c'est qu'à chaque fois, quand on introduit un bundle, derrière, il y a une formation de toute l'équipe soignante à ce protocole, et je pense que c'est vraiment hyper important, et il y a une évaluation régulière du respect de ce protocole. Et c'est ça qui va permettre de faire diminuer la densité d'incidence d'infection. Alors, vous n'allez pas pouvoir lire, et c'est normal, cette étude longitudinale de 2017 à 2019 s'est intéressée à l'application de modifications majeures du protocole en fonction du taux d'incidence d'infections liées au DVE. Et ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on part en 2007, vous voyez toutes les flèches verticales correspondent aux modifications du protocole, avec des variations au cours du temps, mais que globalement, la tendance, eh bien, c'est une réduction significative. On passe de 6-7 infections de DVE pour 1000 jours cathéter à 2
Et donc là, c'est l'équipe de Valex, celle que je vous citais, qui publie pas mal dessus. Donc on peut, avec ce type de procédure, arriver à un contrôle infectieux plutôt satisfaisant, même si c'est toujours trop, 2 pour 1000 jours. Et dans cette étude, le principal effet significatif, c'était l'association de la réduction des prélèvements de LCS, 3 fois par semaine, la bonne préparation antiseptique avant la pause et la tunnelisation de la DVE. Alors un mot de diagnostic maintenant. Le diagnostic, il est difficile. Il est difficile parce que, vous savez, les modifications cliniques et biochimiques subtiles du LCS, la fièvre chez nos patients de neuroréanimation, elle est fréquente du fait de la pathologie, parfois l'utilisation de matériel tel que le cathéter, et faire la part des choses avec l'infection, c'est pas toujours évident. Et même quand on a une culture positive de liquide cérébrospinal, est-ce que ça relève de l'infection, de la contamination, de la colonisation? Ce n'est pas toujours évident. En tout cas, dans les études, ce n'est pas toujours bien défini tel quel. Ce qui est sûr, en tout cas en termes de diagnostic, la méthode de référence, c'est bien sûr la culture microbiologique du liquide cérébrospinal. Mais, si on prend cette revue systématique de 2019 de Doragine, eh bien, il y a quand même 20% de faux négatifs, les patients qui sont diagnostiqués avec ventriculite. Dans 20% des cas, on n'a pas de culture positive. Alors c'est rattrapé par d'autres éléments. Si on regarde du côté de la clinique, ben, ils font pas mal de fièvre, ils ne font pas tous de la fièvre, et puis on peut avoir de la fièvre sans avoir pour autant de ventriculite. Syndrome méningé, irritation méningée, c'est la même chose, et les altérations de la conscience, c'est également très partagé. Donc, finalement, la clinique assez peu discriminante chez nos patients. Est-ce que la biochimie a un rôle plutôt aspécifique? Que vous preniez les PNN, les lymphocytes, le pourcentage de neutraux, le pourcentage de globules rouges ou la glycorachie, NS entre suspicion et un ventriculite, enfin infection confirmée. Donc là également, des difficultés pour pouvoir faire la part des choses. Et pour compliquer le tout, régulièrement, en tout cas dans ces études-là, quand on regarde les infections, le diagnostic des infections de DVE, dans 50% des cas, les patients ont déjà reçu une antibiothérapie avant le prélèvement. Donc c'est là probablement qu'on peut positionner la RNCS, même si ça ne rattrape pas tout, ça peut être, c'est un élément qui est intéressant pour rattraper le diagnostic. Alors, autre élément biochimique du LCS, c'est le lactate, le rôle du lactate. Ici, c'est une étude prospective observationnelle sur 2 ans, qui a comparé méningite bactérienne post-neurochirurgicale versus des méningites non bactériennes, stériles, et les auteurs ont regardé le taux de lactate dans le LCS. Alors, ils retrouvent une différence significative, franchement significative, avec sur la courbe ROC une AUC qui est impressionnante, 0,98, et un cutoff de lactate au-dessus de 5 qui permet d'avoir une spécificité très bonne et une sensibilité qui est satisfaisante. Le problème dans ces études-là, c'est qu'on n'a pas pris en compte, déjà ce ne sont pas nos patients, ce sont des méningites, et puis quel est l'impact de l'hémorragie intraventriculaire. Le sang en lui-même est capable de libérer par l'hémolyse du lactate, et donc on n'a pas encore bien précisé. En tout cas, le problème, c'est quand le taux de lactate est entre 3 et 4 dans la zone un peu grise, qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais c'est probablement un élément à prendre en compte. Très rapidement, le rôle de l'imagerie, on en reparlera cet après-midi. Le scanner, des lésions plutôt aspécifiques, un débris ventriculaire, du rehaussement épandymère homogène, mais qui n'est pas spécifique de l'infection forcément. L'IRM beaucoup plus aidante, avec des séquences, mais je ne m'attarde pas. Et qu'en gros, l'imagerie ici, elle est positionnée comme outil permettant d'éliminer, certes la ventriculite, mais tout ce qui va être associé, vasospasme, ischémie, empième ou abcès, et puis la thrombophlébite cérébrale dans une moindre mesure. Donc au final, le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments, avec, ici j'ai repris un algorithme proposé pour classifier ces patients. Donc il va s'appuyer, cet algorithme, sur bien sûr la biochimie, la pléocyte, pas la pléocytose, la cellularité du LCS, et puis l'examen microbiologique. Et donc on va pouvoir catégoriser en fonction des anomalies observées, infection confirmée, infection improbable quand le LCS est négatif et qu'il n'y a pas d'anomalie sur le LCS. Mais ce qui nous pose toujours problème, c'est cet entre-deux, où il y a une culture positive isolée, le LCS n'est pas toujours normal, et donc on est toujours embêté, même si on va traiter
par antibiotique en fonction de la clinique, c'est toujours un peu délicat de bien faire la part des choses. Alors comment on traite? Les objectifs, c'est d'avoir une efficacité avec une cible à plus de 100% au niveau concentration de l'antibiotique dans le LCS. Alors là, on a des recommandations américaines de 2017 de l'IDSA. Sans m'étendre, l'antibiothérapie probabiliste, elle est large spectre avec de la vancomycine plus une bêta-lactamine anti-pseudomonas. Et évidemment, on a abordé un peu le sujet juste avant, le choix de la bêta-lactamine, il va surtout dépendre de l'écologie locale, et donc le choix entre une carbépénème et éventuellement une C4G va se faire selon votre écologie. Alors comment on choisit ces antibiotiques? C'est aussi sur la diffusion, et sans vouloir empiéter sur le topo de cet après-midi de Claire, juste quelques éléments. La diffusion, elle va être liée évidemment à la molécule, à ses propriétés physico-chimiques. On sait que un antibiotique lipophile va mieux pénétrer le LCS, donc avoir une meilleure diffusion, à l'inverse, un haut degré d'ionisation, une forte lésion protéine sérique ou un poids moléculaire élevé va gêner la diffusion de la molécule à travers la barrière hémato-encéphalique. Et par contre, une inflammation méningée associée va améliorer la diffusion des antibiotiques hydrophiles. Alors pourquoi ça améliore la diffusion? Vous savez que la barrière hématocéphalique est assez étanche. Le but, c'est qu'on puisse administrer un antibiotique qui passe cette barrière, qu'il arrive dans le SCS à concentration adéquate et qu'il puisse exercer son activité bactéricide contre le pathogène isolé. Dans cette barrière hémato-encéphalique, on a au niveau endothélial les jonctions serrées, les tight junctions, et lorsqu'apparaît une inflammation, eh bien, il existe une altération de ces jonctions serrées qui peuvent, si l'inflammation grandit, être complètement lâches et permettre le passage et de cellules et de molécules de poids moléculaire plus important et de molécules hydrophiles. Donc un rôle important de la barrière hémato-encéphalique. L'aspect lipophile, hydrophile, et je reviens, donc ça c'est juste pour information. Pour rappel, vous avez dans la catégorie lipophile le métronidazole, la rifampicine, les fluoroquinolones qui marchent très bien. En revanche, côté hydrophile, on a les PNI, le groupe des PNI, les glycopeptides et les aminosides, c'est pas de chance parce que c'est ceux-là qu'on va plutôt prescrire en première intention dans l'antibiothérapie probabiliste. Et puis le linezolide est un peu à cheval sur les deux. Donc ici représenté la coefficient la pénétration des antibiotiques dans le LCS avec ce rapport de concentration dans le LCS sur concentration dans le sérum. Et vous voyez que ce que je viens de vous expliquer, finalement, les bêta-lactamines pénètrent assez mal le LCS. Côté anti-coccigram+, puisque c'est surtout ces bactéries-là qu'on retrouve, on a un intérêt probablement, une place pour le linezolide si on le compare à la vancomycine, et puis la phosphomycine également qui peut être utilisée dans certains cas. Alors en exemple, si on prend le méropenem pour revenir à la diffusion, ici, je vous présente une étude pharmacocinétique observationnelle, donc c'est 21 ventriculites traités par méropenem, et cette étude, elle s'est intéressée à la corrélation entre, donc c'est une modélisation pharmacocinétique, hein, l'étude s'intéresse à la corrélation entre la concentration prédite et la concentration observée dans le sérum et dans le LCS. Et donc dans le sérum, on a plus une très bonne corrélation, dans le LCS, c'est un petit peu plus dispersé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la probabilité d'atteindre la cible thérapeutique, c'est-à-dire idéalement 100%, en fonction du régime de méropenem que vous allez administrer, donc ici 2 grammes toutes les 8 heures, vous avez la deuxième partie 4 grammes toutes les 6 heures, 4 grammes toutes les 8 heures, et puis 5 grammes toutes les 4 heures. Et vous voyez que même en montant les doses, finalement, autant pour des bactéries avec des CMI supérieurs à 1, on arrive un peu au-dessus de 90% la plupart du temps. En revanche, pour des bactéries un petit peu plus résistantes, on se retrouve rapidement en difficulté, et encore pire quand on a des bactéries avec des CMI au-delà de 4. Donc là, voilà, ça fait réfléchir sur le régime qu'on peut adopter, et probablement que c'est un argument pour aller doser les antibiotiques au cours du traitement de ces infections.
Un mot sur le linezolide, juste pour vous dire que le régime habituel qu'on utilise, 600 mg x 2, ça ne marche pas très bien. En tout cas, c'est insuffisant pour atteindre les concentrations dans le LCS de façon à couvrir les bactéries avec des CMI élevés, à 2 ou à 4 mg par litre. Donc, je ne m'étends pas, Claire, tu vas en reparler, j'en suis sûr, cet après-midi. Donc là, ça plaide pour encore doser l'antibiotique dans le LCS. Alors, est-ce qu'il faut déposer le matériel? Vous savez que lorsqu'il existe un corps étranger, que ce soit en intravasculaire ou ici dans le LCS, il va se créer au fil du temps un biofilm qui va être une protection pour d'éventuelles bactéries colonisant cette zone. Vous avez ici une étude de Ramirez à 2013 où ils ont regardé la formation du biofilm. Alors, ici en microscopie électronique, là c'est du coccigram plus, là c'est de la Cyanobactère, peu importe, les petites colonies sur le cathéter qui grossit ensuite. Ils ont regardé ce qui se passait en fonction du type de cathéter utilisé, imprégné ou pas en antibiotiques. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le biofilm, en fait, il va se former dans quel que soit le type de cathéter, il se forme de la même façon. Et à 7 jours, 88%, 89% des patients ont un biofilm formé. Donc c'est-à-dire une structure qui potentiellement protège les bactéries, qui rend difficile l'accès des antibiotiques à ces bactéries. Donc ça, c'est un argument pour déposer le matériel quand on a commencé le traitement antibiotique de ces infections liées au DVB. Alors, ça n'avance plus. Donc c'est quelque chose qui est recommandé dans les guidelines de 2017 de l'IDSA. Est-ce qu'il y a une place pour la voie intraventriculaire des antibiotiques? Alors quand on utilise cette voie, les objectifs ils sont doubles. Ça va être augmenter la concentration d'antibiotiques pour des molécules qui ne passent pas correctement la barrière, en tout cas pas suffisamment, et diminuer éventuellement la toxicité. Alors éventuellement, on va y revenir. Et tout ça dans le but d'améliorer l'efficacité thérapeutique. Donc actuellement, on va utiliser des molécules à spectre étroit, vraiment ciblées sur les bactéries isolées. Quand est-ce qu'on les utilise? Donc Mathieu en a parlé un petit peu, c'est plutôt sur des échecs de traitement ou des traitements difficiles et des bactéries multirésistantes. Ici, vous avez par exemple la recommandation de l'IDSA qui va dans ce sens, qui propose de l'utiliser quand on a un contrôle très faible, enfin très difficile de l'infection par voie systémique. Les modalités, ça va plutôt être une injection avec un clampage plus ou moins prolongé, si on peut, s'il n'y a pas d'hypertension intracrânienne, 15 à 60 minutes. Et puis, on va chercher à obtenir des taux d'antibiotiques intra-LCS, enfin un quotient inhibiteur, qui est le rapport de concentration sur la CMI, supérieur à 10 à 20. Alors on peut utiliser, dans la littérature, en prenant cette revue systématique, il y a pas mal de molécules, enfin quelques molécules qui ont été utilisées, pas mal les aminosides, la gentamicine, la tobramycine, l'amicacine et la vanco. La cholécine également pas mal utilisée dans des échecs sur les traitements d'infection à Cyanobactère. Et puis ça j'ai découvert en faisant le topo. La daptomycine a été utilisée avec assez peu d'effets secondaires si ce n'est la fièvre. Le méropenem avec le risque épileptique qu'on lui connaît. Et puis la tigécycline aussi qui pourrait avoir un intérêt sur des infections compliquées à traiter. Mais vous voyez, je l'ai mis ici, c'est hors AMM pour l'instant. C'est de l'avis d'experts comme ça a été dit précédemment. Et que c'est associé quand même à certains effets secondaires locaux qui sont non négligeables. Alors juste un mot sur la vancomycine intraventriculaire, c'est intéressant quand on réalise une injection intraveineuse ou intraventriculaire isolée, évidemment, on augmente les concentrations dans le LCS de vancomycine, ça paraît évident. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on fait en voie intraventriculaire, la concentration est maintenue à plus de 5 microgrammes par ml au moins 17 heures. Et quand on compare injection systémique ou injection intraventriculaire, finalement, il y a assez peu de passages systémiques. La première heure, il y a un petit peu de passage, mais finalement, ça décroît assez rapidement. Enfin, dans cette étude, lorsqu'on utilisait la vanco en intraventriculaire, si on s'intéresse aux doses aux concentrations maximales, vous voyez qu'il y a une grosse hétérogénéité de niveau en utilisant la même dose. Et donc, il y a une variabilité des concentrations et c'est probablement à prendre en compte dans le traitement de ces infections compliquées et ça plaide pour un dosage
régulier, alors je ne peux pas vous donner la fréquence, mais en tout cas régulier des concentrations intra-LCS. L'autre avantage de la voie intraventriculaire, c'est la stérilisation plus rapide du LCS dans cette étude de 2013. Alors c'est là aussi rétrospectif, c'est petits effectifs, mais ils ont regardé avec des prélèvements quotidiens de LCS la vitesse à laquelle ça se stérilisait, et qu'en gros, en 50%, enfin à 24 heures, 50% des LCS étaient stérilisés, qu'on avait quasiment 3 quarts, en 3 jours, 3 quarts des LCS qui étaient stérilisés. Donc ça c'est intéressant en rapidité d'efficacité. Et puis je terminerai juste sur une note d'ouverture. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. C'est que des case reports sur des infections compliquées liées au DVE. C'est un système de drainage qui s'appelle IRAFlow. Donc il a l'avantage de permettre le drainage, l'irrigation continue antibiotique et monitorage de la pique continue également. C'est juste à titre d'ouverture. Je ne sais pas si il faut voir ce que ça donne en termes d'effets indésirables, mais ça peut être un outil intéressant parce que c'est un circuit fermé pour le coup. Donc en conclusion, sur les infections liées au DVE, eh bien, peut-être retenir l'épidémiologie, les densités d'incidence. Si dans votre service vous avez plus de 10 infections pour 1000 jours cathéter, probablement que c'est un signe d'alerte sur des modifications, une réévaluation du protocole en place dans la gestion de ces DVE. Que ce protocole, il est basé principalement sur l'asepsie très rigoureuse, dans la pose et la manipulation de la DVE. Que le diagnostic, je vous l'ai présenté, il est quand même pas toujours évident, qui s'appuie sur différents éléments, la microbiologie du LCS, des éléments cliniques et de biochimie. Et qu'enfin, l'antibiothérapie, s'il y avait un message à retenir, c'est de monitorer l'antibiothérapie et sérique plus ou moins le LCS quand on y a accès, retirer le cathéter de DVE, et puis discuter éventuellement l'antibiothérapie intraventriculaire dans les cas les plus compliqués, mais ça c'est une vraie discussion pluridisciplinaire. Je vous remercie en breton. Trigari.